Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous débutions ce conseil municipal. Donc j'ai reçu le pouvoir de Mathieu Emery, qui donne pouvoir à Bertrand Augustin, de Madame Caddy, qui donne son pouvoir à Monsieur Renard, de Monsieur Gavaret, qui lui donne pouvoir, et de Kevin Rojas, qui donne pouvoir à Serge Baillet. Le secrétariat de la séance sera assuré par Véronique Desruas, que vous ne voyez pas sur le siège, donc vous êtes inquiet, donc Véronique Desruas. Et puis je vous indique que dans l'ordre du jour, nous allons retirer la délibération numéro 8, qui est relative à les modalités de reversion d'un CUP, étant donné que le projet immobilier est abandonné, donc en fait le CUP n'a plus lieu d'être. Voilà, donc je vous propose que nous attaquions l'ordre du jour. Donc le point 1 appelle l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 18 octobre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Augustin. Oui, monsieur le maire. Dans la partie du compte rendu donc on monte à deux conseils municipaux en avance. J'ai un point sur effectivement le vote de poste supplémentaire sur un vidéaste, un journaliste vidéaste et les ASVP. Et ce qui est repris dans le compte rendu, et en tout cas la clarification que je souhaitais apporter, c'est qu'on aurait souhaité voter pour les ASVP mais contre le journaliste vidéaste. Et ce qui est écrit dans le compte rendu, c'est sur le point des postes supplémentaires. Ils rappellent, donc c'est moi, qu'ils ont exprimé que le vote était contre le poste de journaliste, mais absolument pas pour les ASVP. C'est pas clair, si. Il y a d'autres remarques ou pas? Il y a plein de choses, donc en fait, oui, il manque des points. Enfin, on est encore sur un compte rendu qui est toujours voilà, pas limpide et plutôt compliqué. Et j'oublie sur des propositions de crowdfunding qui avaient été portées par Vincent Quincampoix pour les créations d'entreprises. Et voilà, ça m'a permis également de voir que j'avais toujours pas de réponse sur le point du CDG 01. C'est-à-dire c'est un running gag. Ouais, je pense que quand on parle de signalement et de harcèlement, c'est rarement un running gag. Non, voilà. le fait qu'on en parle depuis 2 mois et qu'on n'arrive pas à savoir... Mais en fait, alors, on adhère au CDG 01, mais c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Alors, la moi, réponse, ce que je vous ai dit la dernière fois, pardon, monsieur le maire, c'est que moi, j'avais appelé le CDG 01, oui. le service prévention, et qu'il m'avait confirmé que la commune de Livoine-les-Bains n'était pas... on a écrit au CDG 01 pour savoir sur quelle base sur quel texte, en tout cas sur quelle absence de cotisation il se basait pour vous avoir dit ça, parce que nous on a les informations inverses. Donc j'aimerais quand même voir clair. Et puis je le dis aussi, parce qu'on parle de ces sujets de harcèlement, ces sujets de signalement, je rappelle notre procédure interne. On a une adresse signalement, les agents écrivent à l'adresse signalement et ça remonte. Et si vous êtes... et l'autorité territoriale sur les agents, c'est le maire. Et si vous avez connaissance d'un cas particulier, ou un agent s'est plaint auprès de vous et qu'il n'ose pas utiliser un signalement, n'hésitez pas à m'en parler directement et me nommer l'agent qui a fait ou qui fait l'objet de ce signalement, de manière à ce que je puisse regarder avec mes équipes comment on peut trouver une solution pour cet agent. Donc on en est au troisième conseil municipal, et où je vais vous dire la même chose, c'est que si un agent a un problème avec la hiérarchie de la mairie, évidemment il ne va pas vouloir s'adresser à la hiérarchie de la mairie, il préfère s'adresser au CDG. Justement, c'est pour ça qu'il y a des services de signalement extérieur. Il a un problème avec moi. Mais je ne dis pas que c'est avec vous, je dis que l'adresse mail, c'est pas vous qui la recevez directement. Ah bah c'est la directrice générale des services. Vous voyez que c'est pas vous. Mais oui, mais enfin, je veux dire, c'est moi qui ai autorité territoriale, puis il y a une procédure qui est mise en place. Et bah c'est ce que je... ce sujet, j'essaye de l'expliquer depuis 3 conseils municipaux, et vous remettez en question la procédure qu'on a mise en place, et qu'on a fait nous-mêmes valider par les agents de la collectivité via le comité technique à l'époque. Je ne remets rien en cause, monsieur le maire. Vous m'avez dit que vous me transmetteriez la procédure, je ne l'ai pas, et vous m'avez dit que vous me transmetteriez une réponse écrite sur le point du CDG 01, je ne l'ai pas. Donc je me permets juste de faire du suivi de nos discussions et de vous relancer sur ce point. Et moi, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'est aussi l'intérêt du compte-rendu, et c'est pour ça qu'on est attaché à ce qu'il soit le plus fidèle possible à nos échanges. Et moi, je vous l'aurais dit, si vous avez un agent qui s'est plaint de sa hiérarchie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou m'en parler directement de manière à ce que je puisse activer ou regarder comment on peut mettre en place une procédure
pour redonner un cadre professionnel à l'agent qui corresponde à ce qu'il attend, ou en tout cas le protéger. Donc n'hésitez pas à me faire part de la personne. Je vous redis à nouveau, monsieur le maire, que je ne parle pas du cas d'un agent en particulier, je parle des promesses que vous m'avez faites de me donner la procédure. Ces promesses, en tout cas, ce sujet il est arrivé parce que vous parliez d'un agent. Non, mais je parlais en général, monsieur le maire. Non, vous avez... Si. Donc vous avez... C'est quoi? Donc vous avez... Et c'est moi qui donne la parole. Donc si vous avez un agent, je le redis, n'hésitez pas à m'en faire part et à ce moment-là, je me chargerai de regarder. Et puis on vous répondra, c'est qu'on attend la réponse du CDG officielle, parce que je trouve assez particulier que le CDG donne des informations qui ne sont pas des informations en cohérence. Ce sont les informations qu'il donne aux agents quand il sollicite les services du CDG, et ce sont les informations que j'ai pu confirmer moi-même en appelant le CDG directement. Donc on vous montrera que c'est pas tout à fait juste. Voilà. On me montrera que c'est pas juste. C'est pas tout à fait juste parce qu'aujourd'hui on est. Que c'est pas la réponse que fait le CDG, c'est ça que vous me dites? En tout cas, c'est pas la réponse que vous avez eue, c'est pas la réponse juste parce qu'aujourd'hui on adhère au CDG. Ok, sur ce point-là. Il y a d'autres sujets? Monsieur Guibert. Sur le compte rendu, je leur dis, enfin, on est à peu près sur la même. On ne va pas détailler tout le compte rendu et le relire ensemble ce soir, mais j'ai pris l'exemple sur les postes supplémentaires parce que ça aussi c'est un truc qu'on traîne depuis plusieurs conseils municipaux. Mais je leur dis, il faut que ce soit, je pense, retranscrit le plus clairement. Si je fais une clarification à chaque fois et que c'est même retranscrit, je pense que c'est dommage. Donc nous sommes pour le recrutement d'ASVP supplémentaires, mais contre le poste de journaliste vidéaste, d'où notre vote contre sur la délibération commune. On prend note. Monsieur Guibert, vous vouliez intervenir, je vous dis très vite. Je reviens pareil au compte rendu du compte rendu, donc on remonte à 2 conseils municipaux. Donc moi je souhaitais, parce que vous m'aviez dit qu'on ne pouvait pas donner des tickets restaurants à des saisonniers pour des questions législatives, donc j'attendais un document de la loi qui l'indique, je ne l'ai pas reçu, j'ai juste eu la précision suivante. Les tickets restaurants sont servis à l'ensemble du personnel, exception des saisonniers ayant un contrat d'1 mois. Parce que le passage à la carte ticket restaurant et les délais d'envoi et de production de cette dernière empêchent pour l'instant ces saisonniers d'1 mois d'en bénéficier. Donc moi, déjà j'avais voté, je m'étais abstenu sur ce vote, donc ça n'a toujours pas été pris en compte. Il y a deux conseils municipaux, donc j'aimerais bien que ça soit pris en compte. Et je pense qu'il y a des moyens techniques pour quand même donner des tickets restaurants à des saisonniers, même de moins d'1 mois, en les stockant à l'avance. Enfin, je pense qu'il y a des choses, ça doit être possible. Je pense que si c'est des problèmes logistiques, tout ça, on peut le résoudre. Maintenant, je reviens au dernier conseil municipal, où vous aviez évoqué une réserve de 6 millions pour les termes. Donc moi, j'ai demandé des précisions par rapport à ces 6 millions que je découvrais, et dans la réponse, il y a marqué « Cette somme n'est pas une réserve ». En effet, je ne l'ai pas vu dans les provisions. Dans les provisions budgétaires, je n'ai pas vu cette somme, mais un montant sur lequel la collectivité pourrait s'engager sur la durée de la concession. La durée de la concession, c'est plusieurs dizaines d'années. Donc ça veut dire qu'à minima, on mettra 6 millions sur plusieurs dizaines d'années. C'est ça que vous vouliez dire? C'est 200 000 euros par année sur 30 ans, ça fait 6 millions. Voilà. Donc il n'y a pas d'investissement particulier ou de provision particulière liée à des dépenses exceptionnelles suite à la remise en route des termes à ce stade. 6 millions. C'est 6 millions. C'est-à-dire que la collectivité, dans la proposition de DSP contrat qu'elle fait, elle dit la collectivité pourra amener jusqu'à 6 millions d'euros, soit 200 000 euros par année sur 30 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour financer des investissements. Et aujourd'hui, on n'a pas de porteur de projet parce que la DSP, les appels à candidature sont ouverts jusqu'à la fin de l'année, donc on y verra plus clair sur le début de l'année 2024. Puis ensuite, il y aura des négociations qui vont s'ouvrir pour voir comment vont être fléchées cette contribution de la collectivité dans les 30 ans qui viennent. Parce qu'à vous écouter la dernière fois, on pensait qu'il pouvait y avoir des sommes qui auraient été provisionnées. Et à partir du moment où on signe un contrat, on se tiendra au contrat qu'on aura signé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point numéro 1? S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Donc qui est contre? Donc 5 contre. Qui s'abstient? Personne. Donc le point est validé. Le point 2, il s'agit des marchés d'assurance
pour les risques statutaires du personnel. Donc, il s'agit d'assurance de la commune qui rembourse les traitements versés aux agents de la collectivité en arrêt de travail ou qui font l'objet d'une longue maladie ou qui font l'objet d'un décès. Et c'est la collectivité remboursée. Le groupement Sofexis Chambi MIC Assurance propose de poursuivre l'accompagnement de la collectivité pour un montant de 74 443,24 € TTC au même taux de cotisation que celui de 2023. Donc en fait on reconduirait pour 2024. Si le Conseil en est d'accord ce soir, les conditions du contrat de 2023, donc du contrat de cette année. Est-ce que ça appelle des remarques? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point 2 est validé. Le point 3, il s'agit du reversement de la redevance sur les paris hippiques reçus par la commune à la société, perçus par la commune à la société des courses. Donc vous le savez, ces redevances sont versées pour moitié à la communauté d'agglomération du Pays de Gex, pour moitié la commune, et nous proposons à la fois pour la commune et à la fois pour le PCI de reverser l'intégralité de ces redevances pour le fonctionnement de la société des courses, et ça relève d'un montant de 14 650,89 €, et c'est une délibération que nous prenons du coup chaque année. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Monsieur Libert. Et déjà, je regrette je crois qu'il y a 2 ou 3 délibérations comme ça aujourd'hui, de ne pas avoir pu en discuter en commission, puisque c'est arrivé par mail. On a dû statuer par mail. Je ne pense pas que ça soit une pratique souhaitable pour poser des questions ou pour aller plus loin sur la plupart des sujets, et celui-là en particulier. J'avais juste une question, pas forcément liée à cette délibération, mais par rapport à la gestion de l'hippodrome en général. J'ai entendu parler récemment de changements de structure. Est-ce qu'il y a des changements de structure à prévoir ou de cadre juridique en fait pour que à la fois la société des courses, à la fois la société de maintenance opèrent en fait, sur notre commune? Est-ce qu'il y a des choses en préparation, en changement? Du coup, votre question ne concerne pas la redevance? C'est lié au... D'accord. En fait, je ne suis pas au courant. Aujourd'hui, on a 2 structures. On a la société des courses qui gère les courses qui sont organisées sur l'hippodrome, et on a GHDB qui est le groupement hippique de Divonne-les-Bains avec laquelle la collectivité a un contrat pour entretenir l'hippodrome. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas entendu. Il y a eu des changements de gouvernance à la tête de la société des courses avec le départ d'un ancien président et l'arrivée d'un nouveau président. Ça doit faire maintenant un peu moins d'1 année. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'en termes d'organisation structurelle, il y avait des changements qui allaient arriver. Parfait. Pas sur la redevance en elle-même, plutôt pour souligner l'activité de l'hippodrome, en tout cas de la partie course hippique, qui a été particulièrement plus accessible pour les Divonnais, donc c'était un point favorable. Et puis les animations autour du cheval qui étaient également des choses plutôt appréciées en termes d'animation. Je ne vous dirai pas à quel point j'apprécie peu, par contre, le Dream Cars Day dans le cadre dans lequel on se situe de transition et d'urgence climatique. Et pire que tout encore, le salon du chiot et du chaton qui a été organisé par, je crois, l'hippodrome. Où il fallait venir découvrir le monde merveilleux du chiot et du chaton, ce qui a été repris d'ailleurs dans la communication municipale. Est-ce qu'à un moment on doit cautionner ça? Est-ce qu'on ne doit pas rappeler que les chiots et les chatons deviennent des chats et des chiens et que c'est pas bien d'aller sur un coup de cœur chercher un chaton sur un salon pour ensuite l'abandonner quelques mois plus tard? Donc je crois qu'il y a des associations qui sont mobilisées sur ce point. Je l'ai dit également en commission tourisme parce que c'était un point sur lequel on doit être effectivement je pense sélectif. Alors on m'a répondu que c'était l'hippodrome qui organisait pas la commune, mais je pense qu'on a des liens réguliers avec l'hippodrome et qu'on aurait pu être plus vigilant sur ce point-là et également être plus vigilant sur la communication qui a été relayée dans les supports municipaux. Donc en particulier sur ce point-là, je suis bien plus dubitatif sur les événements organisés par l'hippodrome.
Mais écoutez, je crois que je l'ai dit et je l'ai redit. La question des événements organisés à l'hippodrome, c'est de la responsabilité de l'hippodrome qui nous demande un accompagnement en termes de communication. Pour ce qui est celui du Chalon-du-Champ, on avait demandé toute une série de garanties à l'hippodrome via l'organisateur. Les garanties qui nous avaient été données n'ont pas été respectées. C'est la dernière fois qu'il y aura un salon du chiot à l'hippodrome de Divonne-les-Bains. Voilà. Donc je serai maire parce que les garanties n'ont pas été celles qui nous avaient été données initialement. On avait des craintes sur l'organisation de ce type d'événements. On nous a dit qu'il n'y aurait aucune problématique, qu'il y aurait de la prévention qui serait faite en parallèle du salon. Ça n'a pas été le cas. Donc on a pris acte, on a fait savoir aux organisateurs qui sont la société qui gère l'hippodrome qu'on ne souhaitait plus avoir ce type d'événement sur la commune. En tout cas, s'ils décidaient de le faire, on s'y opposerait. Voilà, tout simplement. Parfait. Très bien. Donc sur ces points 3, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Point 4, il s'agit de la constitution de provisions pour litiges contentieux irrécouvrables. Donc, c'est des provisions qui sont déjà budgétées, on a voté au budget primitif de 2023. Il s'agit de deux provisions. Une provision à hauteur de 170 000 € pour le contentieux qui nous oppose à la société d'embouteillage des eaux minérales de Divonne-les-Bains, pour lequel on est en procès, vous le savez, suite à l'arrêt du projet d'embouteillage de l'eau. Et ensuite, une provision à hauteur de 30 000 € qui correspond à 15% des créances anciennes, c'est celles qui sont supérieures à 2 ans et que nous vous proposons de voter ce soir. C'est, j'allais dire, une délibération classique pour le deuxième point de la délibération. Pour le premier, c'est lié au contentieux qui nous oppose à la société d'embouteillage de l'eau minérale de Divonne-les-Bains. Donc, Monsieur Picamp. Ouais, on m'entend là. Ouais. J'ai une petite question. On a 2 contentieux normalement en cours. Donc, est-ce qu'on n'a pas les provisions pour les 2 contentieux à ce moment-là? Parce que d'habitude, on avait les deux provisions. C'est votre seule question ou vous en avez d'autres? Non, c'est une question. Parce qu'en fait, sur les termes, avec Valvital, on est déjà dans un stade très avancé au niveau du contentieux. Et en l'état, on a déjà suffisamment provisionné en l'état de la décision de justice. C'est-à-dire que nos provisions... C'est-à-dire que les provisions de l'année dernière, elles sont suffisantes par rapport à l'état. Pour vous dire les choses différemment, aujourd'hui, le tribunal a décidé de demander à des experts de déterminer les modalités de calcul de la valeur des biens, qui était dans le contrat. Et à notre demande, les experts interviennent pour voir le préjudice du vieillissement précoce de l'établissement thermal dû à l'exploitant. Donc en fait, on est en train aujourd'hui de travailler avec des experts dédiés, regarder la facturation, regarder les établissements pour venir diminuer le montant de la valeur des biens. En tout cas, voir comment ça peut se pondérer. Aujourd'hui, le montant qui a été fixé par le juge est inférieur aux provisions que nous avons fixées jusqu'à maintenant dans ce contentieux. C'est la raison pour laquelle on ne réinscrit pas de sommes supplémentaires en provision dans le budget 23 sur le contentieux Valvital. Est-ce que j'ai été clair? Je pense, alors je vais essayer de résumer si j'ai bien compris. Donc les provisions qu'on avait faites l'année dernière, elles se reportent à cette année. Oui. D'accord. Et donc là, du coup, ça amène une autre question. Pourquoi est-ce qu'on a des provisions supplémentaires sur le projet d'embouteillage? Parce qu'en fait, on est encore devant un tribunal là-dessus. Oui, on a mais une première décision de justice. Du coup, on n'avait pas provisionné assez. Non, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a une première décision de justice, il y a eu un appel qui a été formé, donc on continue à provisionner parce qu'on a quand même un risque aujourd'hui de voir la décision qui nous était globalement favorable ne plus l'être, donc de devoir plus provisionner que la somme qu'on a déjà provisionnée. Par contre, sur Valvital, on est en bout de course, j'allais dire en bout de processus juridique. Donc on sait le montant le plus pénalisant pour la collectivité, et aujourd'hui on est en train, à travers les expertises, de faire baisser ce montant. Donc on n'a pas besoin de provisionner plus. Pour être clair, les provisions qu'on a faites depuis en 20, 21 et 22 pour le dossier Valvital sont suffisantes. J'ai bien compris ça. Donc voilà. Mais donc du coup, ça veut dire que sur Valvital, on a assez provisionné selon certains experts. Non, selon la décision de justice.
Ah, d'accord, selon la décision de justice. Il y a le règlement des experts pour déterminer la valeur D'accord. nette comptable. Mais il n'y a pas encore eu de décision favorable à notre égard, si? Sur Valvital. Mais bien sûr que si, on a Si. gagné. En fait, Valvital... On est en appel. Non, on a passé la phase d'appel. Il y a une décision, Désolé, il y a une décision de justice. Je nage un peu. On a gagné notre procès. En fait, je vais pas tout vous détailler parce qu'il y a quand même aujourd'hui des travaux d'experts qui se mettent en place. On a gagné notre procès par rapport à Valvital. Je rappelle, il nous a accusé pour faute. On l'a accusé de faute grave parce qu'il n'a pas. On a estimé qu'il n'avait pas fait le nécessaire pour faire vivre l'établissement thermal et remplir ses engagements. Il nous a attaqué sur ce dispositif-là en nous demandant des sommes qui étaient des sommes relativement conséquentes. On a eu une première décision qui nous était favorable. Enfin, une première décision, il a fait appel. La deuxième décision nous est favorable. Aujourd'hui, le sujet, c'est la détermination de la valeur vénale des biens. La valeur nette comptable. Parce que dans le contrat de PEA, il y avait une valeur nette comptable. Mais si ça nous est favorable, alors je ne comprends pas pourquoi on a encore des provisions. Mais parce qu'il y a un montant, en fait, dans la rupture du contrat, la commune devra s'acquitter de la valeur nette comptable, quoi qu'il arrive. Ah. Voilà. Et donc, en fait, la commune devant s'acquitter de cette valeur nette comptable, aujourd'hui, nous, on est en train, et c'est notre demande, de faire intervenir des experts pour voir et connaître les incidences sur la valeur des biens de la faute qui a été réalisée par Valvital dans le non-entretien de l'établissement thermal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le montant de la valeur nette comptable tel qu'il a été vu par les experts est inférieur à la provision qu'on a réalisée sur les années précédentes. C'est la raison pour laquelle on ne reprovisionne pas sur Valvital. Par contre, sur les autres contentieux, ils sont toujours ouverts, il y a encore des demandes et des écritures qui sont faites. C'est la raison pour laquelle on continue à provisionner sur le contentieux de l'embouteillage de l'eau. D'accord, donc potentiellement sur le contentieux de l'embouteillage de l'eau, on pourrait avoir les provisions qu'on a déjà eues, plus les 170 000 € de nouvelles provisions. On continue, tant que le contentieux n'est pas réglé, on continue à provisionner. C'était dans le rapport de la Chambre régionale des comptes où on nous demandait de faire des provisions sur les contentieux en cours. Voilà. Et ça, c'est des sommes bloquées. Enfin, je veux dire, c'est... Oui. Du coup, vous pouvez nous redire le bilan pour... Enfin, qu'est-ce qu'on prévoit, quel est le prévisionnel pour Valvital, du coup dans nos livres. Dans nos livres, quel est le... Dans nos quoi? Dans nos livres. Enfin, oui. Je sais qu'on a pris... On a à peu près 600 000 € de provision aujourd'hui sur Valvital. Donc on verra à combien on atterrit à la fin. Monsieur Augustin. Merci Monsieur le maire. Je crois que ce point-là fait partie des points qui m'avaient été en commission finance. Je crois qu'on n'a pas fait non plus de point en commission thermalisme dessus. Est-ce qu'il serait possible justement de refaire une information, je comprends qu'en conseil municipal ce soit peut-être un peu lourd, mais qu'on puisse refaire un point sur le contentieux Valvital, de façon à ce qu'on ait une bonne information. L'une ou l'autre des commissions. Oui, ça sera en commission. On est bon là-dessus? Donc qui on passe au vote, donc qui s'abstient? Qui est contre? Parfait, le point 4 est validé, le point 5 qui gagne sur Cities. Bonsoir à tous. Donc, ce point concerne la convention qui a été signée en novembre 2021 par la délibération de DE 2021-162 qui autorisait Monsieur le maire à signer une convention tripartite pour le déploiement de l'autopartage sur la commune de Divonne-les-Bains. Donc cette convention a été établie entre le pôle métropolitain du Genevois français, la société SCIC Autopartage Cities et la ville de Divonne-les-Bains. Donc cette convention a subi des évolutions qui nous obligent à la repasser ce soir au conseil municipal afin qu'on puisse exploiter cette solution d'autopartage qui est en cours de déploiement et dont l'inauguration aura lieu ce jeudi. Donc les évolutions sont liées à une répartition
différente de ce qui avait été signé initialement, des responsabilités ou des frais entre le pôle métropolitain, Cities et la ville. La ville de Livogne-les-Bains doit mettre à disposition la borne de recharge qui a été posée récemment. Le pôle métropolitain a modifié le type de modèle de voiture qu'il était censé nous fournir, donc ce ne sera plus une Renault Zoé mais une Peugeot i 2008. Il y a eu des évolutions de coût d'utilisation à la hausse de l'ordre de quelques centimes d'euros à une vingtaine d'euros selon le modèle de véhicule. Voilà, c'est lié à la conjoncture économique globale qu'on connaît depuis 1 an et demi. Il y a également une nouvelle clarification des montants qui sont engagés par la commune, notamment la recharge du véhicule électrique, qui est estimé à 25 € par mois. Et ce montant sera déduit de ce que la commune va payer à Cities pour l'utilisation des voitures, donc 250 € par mois, et une régularisation sera faite de façon annuelle en fonction de la consommation réelle des voitures. Le pôle métropolitain, bonne nouvelle, pourra financer la station Cities pendant 3 mois, et cela est renouvelable une fois. Donc on parle ici des 250 € mensuels que la ville n'aura pas à payer au moins pendant 3 mois, et avec un peu de chance pendant 6. Et puis, il y a eu une évolution de la politique des frais additionnels de Cities qui a modifié plusieurs paramètres, tels que des pénalités forfaitaires en cas de retard quand les usagers utilisent la voiture, des modifications de frais pour les prélèvements ou les chèques impayés. Donc, il s'agit plutôt de la relation entre Cities et les usagers. Le non-respect de certaines règles liées à la propreté du véhicule emprunté, ou la mauvaise restitution ou la non-restitution de ce véhicule. Voilà. Donc, afin de formaliser la mise en place de ce service, nous vous demandons de valider ces changements et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette nouvelle convention qui remplacera la précédente. Merci. Conventions qui sont des ajustements. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Guibert. Merci Tidiane, et je me réjouis de cette implantation. Je pense qu'il y avait d'autres villes, dont Gex, qui avaient ce système. C'est très bien que Divonne s'y mette. Moi, j'ai demandé un certain nombre de chiffres parce que je pense que quand on se lance dans ces opérations-là, c'est bien d'avoir le coût d'investissement, le fonctionnement, puis de savoir le nombre d'utilisateurs, le nombre de kilomètres qu'on prévoit. Donc, je suis très content parce que j'ai eu un certain nombre de chiffres. Donc, ce que j'ai compris, c'est que d'abord, pour la mairie, représenterait un petit peu moins de 11 000. Et puis qu'il y aurait un coût de maintenance, à peu près un coût d'entretien, de maximum 250 € par mois. C'est un petit peu ce qu'il faut se rappeler sur de manière synthétique, tes points étaient plus détaillés. Je voulais juste faire un petit bémol, c'est que je pense que c'est intéressant à chaque fois qu'on fait une opération de ce type, j'y reviens. Parce qu'il y a une autre opération également de transition écologique et résolution. Je pense que c'est intéressant vraiment d'établir le public cible. Combien d'utilisateurs on prévoit, combien de kilomètres aussi on prévoit d'utilisation. Et puis comme ça, on fait un point dans 1 an, dans 2 ans, puis on se dit, bon, est-ce qu'on est loin de ce qu'on avait envisagé? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on accélère plutôt cette mesure-là ou plutôt une autre? Parce qu'il y a plusieurs mesures liées à l'évolution de la mobilité. Donc je pense que c'est important. Donc j'ai pas eu ces chiffres, donc ça serait intéressant de les avoir. Juste le nombre de kilomètres et le nombre d'utilisateurs prévus. Et puis comme ça, on peut prendre date et dans 1 an ou 2 se dire où on en est. Voilà, c'est juste ça la petite remarque. Mais merci pour cette action et je pense que c'est bien que la ville s'engage dans ce domaine. Très bien. C'est des délibérations, monsieur Guibert, c'est pas des résolutions. Parce que vous vous trompez tout le temps, mais c'est vraiment des délibérations. Tidiane, est-ce que tu veux répondre ou vous verrez ça en commission? J'ai essayé. Donc sur les projections avant la mise en œuvre de ce projet, du côté de la ville de Divonne-les-Bains, il est extrêmement dur, voire impossible, de définir la façon dont le grand public va se saisir de cette opportunité.
Le système Cities, pour qu'il se développe correctement avec l'expérience qu'a eu Cities dans d'autres villes, le premier mandat qu'on a avec eux, l'utilisation, on essaie de la développer déjà par les agents de la ville qui peuvent utiliser ces véhicules pour se déplacer. Si le parc municipal ne le permet pas ou n'est pas assez achalandé. Et ensuite, la publicité, et notamment le totem Cities ou le fait que les voitures soient logotées, permettra également de donner envie aux gens qui en ont besoin sur Divonne d'utiliser ce système. Ce système est évolutif, comme nous l'avons vu en commission, donc évolutif en termes de nombre de voitures. Si la ville décide d'investir sur plus de véhicules ou sur des véhicules différents, là on aura 2 véhicules de petite dimension, véhicules moyens. On verra à l'usage s'il est nécessaire d'avoir des véhicules de plus grande dimension, pour permettre notamment à certaines personnes de se transporter plus de monde ou du matériel. Le bilan sera fait, tout comme pour les vélos en libre service, du nombre d'utilisations, du nombre de kilomètres. On aura ces données a posteriori évidemment par Cities et le système de gestion qu'ils mettent en place, et donc auquel on aura accès. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point 5 est validé. Le point 6, non, le point 4, non, point 5. Je suis perdu dans mes... Oui, c'est bon. Point 5. Donc on passe au point 6. Yann, c'est toujours toi. Donc ce point est relatif à la mise en place de la prise en charge financière d'une partie de l'abonnement pour les transports en commun qui sont au bénéfice, qui traversent notre ville. Ce point-là vient dans la logique de la politique de transition écologique que nous souhaitons mettre en œuvre. Il s'appuie aussi sur une évolution au niveau de l'agglomération, la mise en place d'un système équivalent, notamment pour les scolaires, sur les lignes de bus publiques existantes. Et concrètement, pour nous, on a globalement ciblé, vous le verrez un peu après, notre action sur les jeunes. Et pour mettre en place cette action, on s'est appuyé sur les transports publics genevois qui ont une plateforme digitale qui s'appelle TPG Commune, qui existe depuis une paire d'années, qui existait du côté du canton de Genève, puis qui a été étendue au canton de Vaud, vu son succès, et qui, côté suisse, il y a plus d'une cinquantaine de communes qui sont en contrat avec les TPG pour cette plateforme digitale. Donc cette plateforme digitale, les lignes étant entre la France et la Suisse, cette plateforme digitale a été adaptée. Nous sommes la première ville française à l'utiliser. Donc cette plateforme permettra de gérer le montant de l'aide que nous souhaitons apporter aux gens qui utilisent le transport en commun, directement entre la ville et les TPG, et les bénéficiaires n'auront pas d'interaction particulière avec la commune. Donc pour entrer dans le détail, nous proposons pour les déplacements, notamment dans le PHX et pour les jeunes jusqu'à Genève, donc là il s'agit de 2 zones spécifiques. La première dans le PHX, ça s'appelle Léman Pass 250. La seconde permet, c'est une zone, c'est un abonnement multizone, pardon, qui inclut l'élément de passe 250 plus 10. Donc ce sont les éléments qu'on retrouve dans l'offre commerciale des TPG. Donc nous vous proposons de prendre en compte 50% de l'abonnement annuel jeune, dont le prix est fixé à 243 € sur l'abonnement Léman Pass 250, donc dans le PGX, avec un montant total alloué à cela de 6 940 €. Nous vous proposons de prendre 20% de l'abonnement annuel adulte sur le même abonnement, donc l'abonnement côté français, dont le prix est de 306 €, donc ce qui conduit à un montant de 3 060 €. Et puis nous vous
proposons de prendre en charge les abonnements multizones, donc, comme je le disais, qui permettent d'aller jusqu'à Genève, et parcours modulable pour les juniors de 6 à 25 ans, avec une prise en charge de 200 € et un blocage de la somme à 10 000 €. Donc les 6 940, les 3 060 et les 10 000 € amènent un budget global de 20 000 € pour cette opération, qui, là encore, tout comme la prime vélo que nous avons initiée, sera une première dans PayJex pour une ville et qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appuyer sur différents systèmes qui existent à l'heure actuelle au niveau de l'agglomération et qui renforcent notre politique de déplacement vélo. Parfait. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Guibert. Merci Tidiane. Je pense que c'est une très bonne initiative. J'espère que c'est un démarrage parce qu'on a vraiment des problèmes de transport en commun, en particulier pour les jeunes. Puisque aller à Genève ici, je pense qu'on est peut-être la région la plus chère de France. Parce que pour aller à Genève, il faut quelque chose comme 12 francs pour aller à Genève. Si vous allez dans n'importe quelle métropole française, pour 4 ou 5 €, vous pouvez faire les 18 ou les 20 km qui vous séparent de Genève. Donc je pense que c'est un élément très important. Je pense pas que on verra, j'espère. Tu n'as pas évalué le nombre de personnes, j'imagine, intéressées. Si, donc les pourcentages... Si vous voulez que Tidiane vous réponde, il faut appuyer sur le bouton. Donc, les pourcentages de prise en charge de l'abonnement correspondent à un nombre d'utilisateurs, les 20 000 € correspondent à un nombre d'utilisateurs vu le prix de l'abonnement. Alors j'ai pas les chiffres là en tête, je peux les rechercher. Mais si, oui, voilà, exactement. Je vous laisse finir, Monsieur Guibert. Et peut-être donc en conclusion de cette question, c'est que tout comme la prime vélo, que depuis 3 ans maintenant nous maintenons à 20 000 €, même si elle n'est pas consommée entièrement, une évolution de ce montant pourra être possible selon le succès ou non de cette initiative. Allez-y. Ah, c'est tout bon. Ok, je pensais que vous... Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce dispositif? Monsieur Picon. Le principe, c'est premier arrivé, premier servi. C'est ça? Le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Oui. Parce que après, s'il y a beaucoup de demandes, il faudrait peut-être revoir le principe pour faire un tirage au sort ou je sais pas. Si on voit. Succès, on va même déplafonner, mais aujourd'hui, on est parti sur le même principe que la prime vélo. D'accord. Vas-y, Tidiane. Je vous avez une autre question? Je voulais juste préciser que la mise en œuvre de tout ça pour l'usager est relativement simple. Il faut se rendre sur le site TPG Commune et fournir un certain nombre d'informations telles que son identité, la preuve qu'on habite bien à Divonne-les-Bains, etc. Et sur le site, on a une liste déroulante de l'ensemble des communes qui sont déjà en relation avec les TPG. Et quand on choisit Divonne, la proposition de financement telle que je viens de vous la décrire sera automatiquement intégrée et donc la personne n'aura à payer que la partie sans l'aide de la ville et c'est la ville qui annuellement fera il y aura une évaluation avec les TPG. Les TPG bloquent quand le seuil de 20 000 € est atteint et nous on remboursera les TPG de la partie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce dispositif qui vient compléter l'ensemble de nos dispositifs? Monsieur Creusat. Merci. Juste pour préciser, est-ce que ça concerne uniquement les bus ou les trains également? Alors, ça concerne les abonnements que j'ai mentionnés. Tu coupes ton micro, Julien, pour... Oui, donc ça concerne les abonnements que j'ai mentionnés et qui sont donc côté français naturellement bus, puisqu'on n'a plus de train dans le PayJex. Côté suisse, je pense, mais c'est à vérifier, qu'on peut, que c'est multimodal. Voilà. Si tu prends l'abonnement modulable, c'est du multimodal.
Voilà. Et le prix de l'abonnement, à cause de cela et à cause de la distance à Genève, évidemment, on est bien plus élevé que les 240 € qu'on a pour les jeunes dans le PGX, voilà, annuellement. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux qu'on puisse mettre en place ce dispositif qui vient compléter le reste de nos dispositifs pour faciliter la mobilité douce, l'utilisation des transports publics et qui viendra aussi s'inscrire à partir du 1er décembre complémentairement à l'offre nouvelle de transport public qui va être mise en place à partir du 10 décembre prochain. Voilà. On passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parfait, donc unanimité sur ce point 6. Le point 7, Serge. Merci Monsieur le maire pour une session à l'euro symbolique. Nous sommes rue de la Source, un peu au-dessus du carrefour avec la côte d'Arvert, chez les consorts Levantini qui ont consenti donc, à céder à la commune une parcelle le long de leur propriété. Cette parcelle est en fait composée de 3 petites parcelles, la AW213 qui représente 5 m², la AW214 pour 14 m² et la 216 pour 33 m², ça représente au total 52 m². Et on est dans la poursuite et la logique pour la commune d'aligner donc des parcelles en vue d'élargir des voiries pour plus tard pouvoir être en capacité de faire des travaux d'aménagement. Ces parcelles donc, vont intégrer le domaine public communal et cette cession n'est assortie d'aucune contrepartie comme c'est la coutume dans ces transactions. Merci pour cette présentation précise. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette session? Pas de remarques, pas de questions. Parfait, donc on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Le point 7 est validé. Le point 8 est retiré comme je vous l'ai indiqué en entame de ce conseil. Nous arrivons au point 9 qui est le compte rendu des décisions. Est-ce qu'il y a des remarques sur le point 9? Des questions? Yes. C'était à propos des dernières décisions. Concernant la professionnelle du nettoyage, on se rend compte que cette entreprise intervient sur de nombreux secteurs et finalement pour un total, quand on additionne tous les coûts de esplanade, post-Harbert, primaire, bref, j'en passe, on arrive à peu près 60 500 €. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de faire un appel d'offres global pour être peut-être plus exigeant? Moi, pour les avoir pratiqués en mon temps, c'était limite. J'ai des témoignages de certains bâtiments où ça ne donne pas complètement satisfaction. Donc voilà, c'était la question que je voulais poser. Je vais même constat, je pense qu'on a une belle piste d'amélioration sur cette thématique-là. Quels que soient les locaux, ils puissent intervenir. Aujourd'hui, on a un marché qui est clos. On a des marchés après bon de commande avec la LPN pour entretenir les écoles. Et il y a un marché qui vient d'être lancé ou qui va être lancé, qui sera attribué en décembre. Et en fait, on a saucissonné, fait des lots différenciés pour les marchés parce qu'il y a des besoins. Ce terme de saucissonner n'est pas très bon. Mais en fait, il y a eu des demandes spécifiques qui ont été faites pour des objets spécifiques, les écoles, il doit y avoir l'esplanade du lac, et donc on attribuera tout ça en décembre, en espérant qu'on ait un peu de concurrence dans ce domaine, parce que c'est aussi un domaine peu concurrentiel, en tout cas, et surtout qu'on puisse avoir une entreprise qui nous garantit de suivre les travaux qui sont réalisés, notamment les agents sur site. Ce qu'on a eu une semaine, là on l'a pas noté, ça doit pas être noté, mais il y a la maison de santé aussi qui est un vrai sujet. Voilà. Donc normalement en décembre, il y aura une CAO ou une MAPA. Ensuite, la décision qui sera présentée au Conseil de décembre. Vous aviez d'autres points sur la décision? Parfait. Donc on peut prendre acte des décisions. Parfait. On est au terme du conseil. Donc maintenant, on a reçu plusieurs questions orales. Donc auxquelles on a écrites qui vont appeler une réponse orale, pardon. On vous a envoyé des réponses déjà, donc j'ai essayé de les prendre une après les autres. On a reçu des questions de M. Guibert, notamment sur la Grande Rue, qui posait des questions sur comment. Mais c'est pas prévu comme ça dans le règlement.
intérieur. C'est toujours mieux d'introduire les questions. En fait, c'est pas dans le règlement. Les enjeux. C'est pas dans le règlement, je peux lire vos questions mot par mot. Je vais le faire comme ça, je pense. C'est dommage de procéder comme ça. Non, parce que c'est comme ça. Je crois qu'on n'a pas le temps, en fait. On va s'en tenir au règlement. Non, parce que c'est un règlement. Donc on se tient à la règle, c'est assez simple. Donc thématique grande rue, petit A volet économique, indemnisation de perte de chiffre d'affaires des commerçants. Où en est-on alors dans ce dossier? Est en chantier depuis de nombreux mois. Indemnité à recevoir par les commerçants à quelle date? Pour combien de commerçants et sur quel budget total? Donc là, vous faites référence à la commission d'indemnisation des commerçants. Nous avons indiqué dans ce conseil municipal qu'elle faisait l'objet d'un travail avec les services de la ville, la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et les représentants des commerçants qui ont été désignés par le GED, le GED qui est le groupement économique de Divonne, pour participer à ces travaux d'indemnisation. Cette commission d'indemnisation sera présentée en commission tourisme et en commission finances dans le courant du mois de novembre, de manière à être ensuite présentée au conseil municipal au mois de décembre, être validée, que le conseil municipal puisse désigner des représentants élus pour participer à la commission, de manière à ce que ensuite les commerçants qui le souhaitent puissent présenter leur dossier à cette commission d'indemnisation. Aujourd'hui, on fera ce débat lors du prochain conseil, on est sur des montants, sur deux types de montants, un montant forfaitaire et un montant d'indemnisation sur la marge brute, avec à chaque fois des plafonds. Donc on détaillera l'ensemble de cette CIA, comme on l'appelle, dans les commissions du mois de novembre et au conseil municipal du mois de décembre. Vous aviez une deuxième question qui est: le marché reviendra-t-il finalement dans la grande rue le dimanche? Et quand? Le marché reviendra dans la grande rue. Je rappelle que la ville a mis quand même un peu plus de 200 000 € dans les travaux de la grande rue pour faire en sorte que le marché se tienne dans la grande rue pendant la durée des travaux. Donc il n'a jamais été question de ne plus faire le marché dans la grande rue. Le marché devrait revenir dans la grande rue dès ce dimanche 19 novembre, si la finalisation des travaux le permet, notamment la protection des pavés. Et ensuite, si ce n'est pas le cas ce dimanche, à partir du 26 novembre prochain, le marché retrouvera sa configuration normale et classique dans la grande rue. Il y a un travail qui s'est fait entre les élus, les services, avec les marchands présents sur le marché pour organiser leur position avec la nouvelle configuration de la rue. Et j'en profite pour vous dire que la grande rue réouvrira la circulation le 23 novembre prochain, parce que l'ensemble des travaux de la grande rue, 90% des travaux de la grande rue et les travaux de la place des 80 seront terminés à cette période-là. Ensuite, vous m'interrogez sur le volet environnemental. On est toujours dans la thématique grande rue. Les nouveaux arbres seront-ils circonscrits dans des emplacements protégés pour éviter que leurs racines ne viennent défoncer le macadam des trottoirs avoisinants, comme c'est le cas rue de Lausanne et avenue Lagarde par exemple? Donc en fait, on a un principe, il y a eu un choix d'essence qui est adapté à Divonne-les-Bains, avec notamment une attention pour faire en sorte que les essences choisies ne subissent pas une dégradation liée au revêtement minéral qui peut se situer à proximité des arbres. Et deuxièmement, on a un système racinaire qui a été choisi aussi par rapport aux arbres, qui se met dans ce qu'on appelle des fosses. Alors quand je dis ça, tout le monde pense qu'on met des bacs. Je l'ai déjà expliqué dans le cadre du quartier de la Garde, les fosses c'est simplement un périmètre qui permet au système racinaire des arbres de plonger, dans ce cas-là, et pas de remonter en surface pour éviter qu'on se retrouve avec des dégradations. Ensuite, vous me posez une autre question sur les grands bacs devant la résidence de Divonne Centre qui seront remplis d'arbres. Seront-ils remplis d'arbres pour l'inauguration de fin novembre? La réponse est oui, à l'exception d'un bac dont un des commerçants nous a demandé s'il pouvait l'utiliser. Comme on aime beaucoup les commerçants, on lui a dit oui, donc ils vont déposer sur ce bac du mobilier de Noël pour pouvoir compléter les animations qui seront mises en place en termes de mobilier d'éclairage de la ville et en partie de l'office de tourisme. Et fin novembre, 90% des plantations seront réalisées sur l'ensemble des travaux de la Grande Rue. Ensuite, vous me posez une dernière question sur la Grande Rue. D'autres travaux d'embellissement végétal de la rue sont-ils prévus? À quelle date? Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure sur la végétalisation. Et il y a normalement un principe de jardinière au niveau du créa agricole qui va être mis en place, ainsi qu'une végétalisation de ce qu'on appelle l'impasse Saint-Codeur. Ça ne doit pas vous parler, mais en tout cas, c'est le passage qui mène entre la Grande Rue et le canal Go.
c'est ça, je me trompe pas, non, le canal Go qui donne du côté du Bief et qui sera végétalisé. Et tout ça dépend aussi de la situation météorologique. En tout cas, si ce n'est pas fait pour l'inauguration, ça sera fait au premier trimestre 2024, sachant que des travaux seront encore réalisés dans la Grande Rue au premier trimestre 2024, notamment ceux qui sont situés devant le caveau Gessien, parce que je rappelle, on est sur une partie privée, et l'entreprise vient d'être désignée, d'imperméabilisation vient d'être désignée par la copropriété. Je me suis trompé ? Là, maintenant. Et l'espace vert devant le caveau Gessien qui va être réalisé maintenant. Maintenant, là. Donc des travaux, donc 97% des travaux seront réalisés pour le 25 novembre, 3% des travaux devront être finalisés, mais ça n'engendrera pas une fermeture de la rue hebdomadaire, ça n'engendrera pas de contraintes sur le marché. Voilà pour la Grande Rue. Ben allez-y, on a fini la thématique. Je voulais juste faire état de plusieurs feedbacks que j'ai eus de qu'est-ce que cette indemnisation est longue, c'est nous qui l'avions portée, qui l'avions défendue il y a plus d'un an. Ça fait plus d'un an maintenant que pour le moment il n'y a toujours pas de commission, donc je pense que c'est vraiment important d'aboutir et je regrette le retard pris. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur le marché, vous étiez engagé à... Monsieur Guibert, excusez-moi, c'est des commerçants qui vous ont dit ça? J'ai eu des échos, pas que des commerçants. Non, mais donc il y a des commerçants qui vous ont dit qu'ils trouvaient que c'était très long. Pas que des commerçants. Non, mais ma question, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des commerçants qui vous ont dit que sur la commission, oui. Très bien. Bah, écoutez, j'en prends note parce qu'en fait, on travaille avec les commerçants et on attend leur validation. Oui. Donc, bon. Mais c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, parce que ça donc, des commerçants sont pleins du délai. Oui. La deuxième chose, donc vous disiez que le marché ne serait pas possible dans la Grande Rue pendant 3 semaines, c'est ce que vous aviez promis au départ. Force est de constater que le haut du marché a été impraticable, le haut de la Grande Rue a été impraticable au marché tout le mois de septembre. Il a été impraticable aussi une bonne partie du mois de novembre, donc les commerçants ont aussi des... c'est dommage parce qu'il y a moins de passages dans cette grande rue pour des commerçants, surtout en début de rue, hein, j'imagine. Parce que voilà, il y a eu, au lieu de durer 3 semaines, ça a duré presque 3 mois en fait. Hein. Voilà. Et donc c'est dommage. C'est dommage pour le commerce, c'est dommage pour notre activité commerciale. Alors que c'était envisagé pendant 3 semaines uniquement au départ. Hein, ce déport du marché à l'école. En fait. Voilà mes remarques. Merci pour vos précisions sur le volet environnemental. Initialement, c'était 3 semaines. Hein, c'était 3 semaines initialement. Et là, ça a duré 6 semaines. Voilà. Oui. 6 ou 7. Oui, double. Ouais. Oui, bah oui. Ouais. Mais... Il y aurait fallu qu'il y ait un peu d'intempérie quand même. Oui. Il faut prendre en compte aussi les conditions atmosphériques. On a eu quelques déboires avec le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un peu de pluie et donc ça a retardé quelque part les pavages. On a même, je ne sais pas si vous avez vu aussi, les derniers pavés sont posés avec des tentes pour qu'on puisse avancer. Donc tous les moyens ont été mis en œuvre. Malheureusement, on a fait aussi avec les conditions atmosphériques. Et je remercie les entreprises qui ont travaillé, je pense, dans des conditions assez difficiles et qui ont remis aussi du monde pour respecter le planning. La deuxième thématique que vous m'avez posée, donc commerce en général. 1 an environ après la mise en place d'un responsable pilotage commercial de la ville, vous voudrez bien nous faire un bilan de son activité, des projets de revitalisation commerciale d'Yvonne identifiés et menés par lui pour le compte de la ville. Donc je pense que cette thématique, il pourra vous détailler l'ensemble de son action et faire un bilan de son action dans la commission économie, tourisme et thermalisme, et je crois que ça a déjà été fait. Voilà. Donc il nous détaillera, il est très actif dans l'accompagnement des commerçants, dans la veille sur les locaux commerciaux. Donc là pour le commerce en général, vous aviez des questions? Non. Le point 3, il s'agit des conseils de quartier.
Vous voudrez bien nous expliquer pour quelles raisons les divonnés membres d'associations et de collectifs ne peuvent dorénavant plus faire partie des bureaux des conseils de quartier. En fait, dans la charte qui a été votée au sein de cette assemblée, on dit que les membres des conseils de quartier peuvent faire partie d'une association et d'un collectif. Ils ne peuvent en revanche pas faire partie d'un bureau de cette association ou de ce collectif. Cela permet d'éviter des conflits d'intérêts, notamment dans les conseils de quartier. Donc voilà, c'est ce qui a été voté au sein de cette assemblée. Allez-y. Non, c'était déjà le cas au dernier vote de la charte. Non, c'était l'association. Et de toute façon, ça a été voté, donc on applique ce qui a été voté. Mais allez-y. Moi, je regrette parce que, au fur et à mesure, en fait, il y a des associations qui ont beaucoup d'idées, qui se créent dans les quartiers, et c'est dommage de ne pas pouvoir récupérer ces forces vives dans les bureaux des conseils de quartier. Je donne juste un exemple. Par exemple, l'association des Racines d'Harbert ou l'Amicale d'Harbert, c'est des gens qui veulent vraiment faire vivre leur quartier. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'en plus, c'est des gens, quand on est dans des amicales comme ça, quand on est dans des associations comme ça, on a l'habitude de travailler en groupe, je dirais, de travailler en association, parce que ça ne s'improvise pas de travailler en association. Et je pense que c'est des gens qui auraient des... C'est un exemple que je donne, mais je pense que c'est des gens qui auraient des bonnes idées. Et, alors si vous souhaitez des gens qui sont nulle part, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui ont peut-être moins d'idées que d'autres qui sont dans des collectifs ou des associations qui aujourd'hui font vivre la ville, quoi. Si on pense autre chose. C'est un bon exemple que vous donnez en parlant des Racines d'Harbert. Parce qu'en fait, cette association des Racines d'Harbert, elle s'est créée en parallèle du conseil de quartier d'Harbert lors de la dernière assemblée du conseil de quartier, parce que les habitants d'Harbert qui sont dans cette association trouvaient qu'ils n'étaient pas assez libres dans le cadre du conseil de quartier pour organiser des fêtes, notamment, ou des événements. Et que c'était complexe d'avoir accès aux 1000 € qui leur sont donnés pour le fonctionnement, ce qui a déjà été évoqué dans le cadre du travail sur la charte. Donc ils ont monté cette association, ils travaillent très bien main dans la main. Donc il n'y a pas la volonté pour nous d'exclure les forces vives de la ville, comme vous dites. Et je rappelle que là, ça a été à peu près 130 personnes qui ont intégré des conseils de quartier, avec des personnes qui sont déjà des personnes qui étaient présentes dans les conseils de quartier, des nouveaux habitants de Divonne, et qui apportent de la réflexion sur les questions d'urbanisme, de la réflexion sur des questions de mobilité, sur les questions de sécurité, etc. Donc en fait, on s'en tient à ce qui était inscrit dans la charte, et on ne bloque, en tout cas j'ai pas l'impression qu'on bloque personne, mais si vous avez des exemples de personnes nominativement qui se sentent lésées parce qu'elles ne peuvent pas entrer dans les conseils de quartier, n'hésitez pas à m'en faire part, même directement, et je regarderai si, avec les services, il y a une difficulté. Voilà. Très bien. Je voulais juste rajouter, vous dites 120, pardon. 130. Vous dites 130 personnes, de mémoire, il y a 2 ans, quand on a mis ça en place, il y avait plutôt 260 personnes, 250. Effondrement du nombre de participants dès les premières installations des conseils de quartier. On est bon sur ce point-là. Sur la mobilité, je pose la question que vous m'avez posée, mais on vous a apporté des réponses très détaillées. Vous voulez que je les relise? Ou c'est bon? On les a balayés pour... On les a balayés. Et puis, Vous voulez que je repose la question quand même ou pas? peut-être apporter, parce que moi, comme j'ai... Pardon. Comme j'ai précisé, ce qui est important pour ces actions, c'est vraiment de regarder le budget d'investissement, le budget de fonctionnement, et puis quel est le public en fait, à qui ça s'adresse et combien de kilomètres on envisage. Donc vous m'avez très bien répondu sur Cities et puis le bus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fasse cet exercice pour toutes les actions. Donc j'avais cité la navette et j'avais cité les vélos électriques, mais vous m'avez apporté des réponses que vous pouvez lire. Du coup, vous souhaitez savoir des éléments sur les vélos, les chiffres réels et non prévisionnels sur le programme en cours des vélos électriques en libre service. Donc chaque année, ça nous coûte 36 000 € les vélos en libre service, et il y aura un bilan de l'activité 2023 qui sera fait en commission très mode pour voir le nombre de
vélo, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'abonnements, etc. Et sur le programme réalisé des navettes électriques en test, on n'a pas vraiment fait des navettes électriques en test, on a mis en place une navette en lien avec l'activité de thermale qu'on a appelée la navette estivale. C'était un montant en 2022 de 48 000 €, et en 2023, elle n'a pas été mis en place. Et là, on a un budget lié à un AMO pour un transport interne à Divonne. L'AMO va être choisi d'ici la fin de l'année, ce qui nous permettra, dans le premier trimestre ou le premier semestre de l'année prochaine, de pouvoir déterminer et faire un choix sur quel type de transport interurbain, comment c'est desservi, quel quartier, comment on arrive à avoir une organisation globale du transport à l'intérieur de la ville, et des montants que nous allons devoir budgéter pour mettre en place ce système. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'était sur le réseau de chaleur. Cette nation, les villes du Pays de Gex, Ferney, Gex, Cessy et Chennevé, ont presque toutes des projets dans ces domaines en lien avec l'agglo, ce qui fait du sens dans le contexte de crise et de volatilité énergétique actuelle. Vous voudrez bien nous expliquer si Divonne a une chance de se raccorder à un réseau de chaleur. Si ce n'est pas le cas, quelle est la vision énergétique avec les modes envisagés pour Divonne? Donc, je pense que ces sujets de réseau de chaleur seront abordés en commission travaux, en commission Trémode. Aujourd'hui, si on veut dupliquer ce qui se passe dans les communes de Ferney, Gex, Cessy et Chennevé, il faudrait qu'on soit à côté d'un puits du Cerne. Parce qu'en fait, les projets en cours à Ferney, vous les connaissez bien, parce qu'on a déjà parlé au dernier conseil. Aujourd'hui, il y a des études d'opportunité à Chennevé, à Gex et à Cessy, mais en lien avec les puits du Cerne, parce que je rappelle le principe, c'est récupérer l'énergie fatale du Cerne pour pouvoir mettre en place un réseau de chaleur. C'est le contexte. Et nous, on est trop loin d'un puits du Cerne, c'est-à-dire qu'on est à... Gex, c'est assez loin aussi. Ah ben, le sud de Gex, c'est pas très loin, c'est Gex-Cessy en fait. Donc c'est juste pour le sud Gexien, le sud de Gex en fait. Oui, le sud de... Cessy-Gex en fait. Cessy-Gex, c'est à peu près, je pense à terme, un peu 15 000 habitants. Voilà. Et donc nous, par contre, il y a déjà des réflexions qui avaient été faites à l'époque, je parle sous le couvert de Daniel, sur la mise en place d'un réseau de chaleur qui serait avec une chaudière bois. Ça n'a pas abouti. C'est notamment un projet qui n'a pas abouti, qui était un projet d'hôtel au bord du lac, qui était un client potentiel. Aujourd'hui, on souhaite relancer une réflexion qui irait dans le sens qui nous accompagnerait dans les travaux de réhabilitation de nos bâtiments publics. Et je pense que c'est la réflexion qu'on va engager dans le courant de l'année 2024 pour voir qu'on peut mettre à Divonne un réseau de chaleur en place et avec quel type d'énergie on peut le mettre en place. Voilà pour vos réponses. Ensuite, on a reçu des questions du groupe Uni. Pourrions-nous avoir accès à l'audit voirie, s'il vous plaît? Donc les résultats de l'audit voirie ont été discutés en commission de travaux avec des plans réalisés par le bureau d'études suite aux concertations qui ont été faites avec les élus de la commission et les conseils de quartier. C'est des travaux qui sont en cours aujourd'hui et qui devraient, on l'espère, aboutir au début de l'année prochaine, notamment pour essayer de faire en sorte qu'on atteigne l'objectif qu'on avait présenté durant la campagne électorale, c'était lutter contre l'incivilité routière et réduire le trafic de transit. Dans les endroits où il doit pas y avoir de trafic de transit. Deuxième point, idem pour... En fait, on a discuté en commission, mais on a beaucoup discuté, hein, mais moi j'ai pas eu un plan à étudier. On peut avoir un plan à étudier. Oui, ça a été présenté, mais pour le travailler, ça serait bien d'avoir des documents qu'on pourrait travailler. Peut-être en amont, avant de se revoir. On verra des documents qu'on peut trouver. Après, il faut que ça reste des documents qui soient des documents non diffusés à l'extérieur, Monsieur Guibert. Non mais attendez, on est oui, mais je veux qu'on soit bien clair, parce qu'en fait, on est en train de parler de chemins qui pourraient avoir un sens interdit. On Je sais que on sait qu'il y a des documents qui ont fuité de commission, qui se sont retrouvés dans des publications et qui n'ont qu'un intérêt, c'est d'être contre les projets portés par la majorité. Donc moi, je veux bien diffuser une carte, mais c'est pour la retrouver demain sur un site internet. Je pense que ça n'aidera personne, et ça n'aidera personne dans le sens où l'objectif, il est quand même d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de bagnoles qui passent dans des quartiers et qu'on arrive à faire en sorte que les gens respectent le code de la route. Voilà. Ce sujet,
Ce sujet a donné lieu à de nombreuses discussions. Hein. On a discuté bien 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est vrai que j'ai été frustré à la fin. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des remarques en lisant des documents qu'on pourrait faire à nouveau, on pourrait creuser, parce que c'est pas des sujets faciles. Tu le sais bien, Daniel. Je pense qu'on a besoin d'avoir un travail commun dans ces domaines, comme dans d'autres. Et voilà. Le point 2, c'est les audits énergétiques. Où en sommes-nous? Donc les audits sont toujours en cours de réalisation. Et aujourd'hui, ça a pris du retard parce que l'entreprise n'a pas agi. Voilà. Et donc, dès qu'on les connaîtra, on les présentera en commission. Et puis après, il y aura des choix d'action sur des bâtiments des audités, de manière à ce qu'on puisse avancer et budgéter les travaux. Voilà. Comment? On m'avait dit novembre. Donc voilà. Je les attends aussi impatiemment que vous. Et puis le dernier point, il nous avait été annoncé que nous aurions la clarté sur le repreneur des termes d'ici la fin de cette année. Aujourd'hui, on est toujours en procédure. Donc le délai, c'est fin d'année. Donc on y verra plus clair à la fin de l'année 2023 s'il y a des dossiers qui seront déposés par des repreneurs, quels types des dossiers, et surtout les étapes qui vont s'engager à partir du début de l'année 2024 sur ce dossier éminemment important pour la ville. Voilà. Donc on reprendra les discussions qu'on avait en commission, dans des groupes dédiés, à partir du mois de janvier, parce que là vraiment on est dans la phase où les opérateurs travaillent et où ils doivent nous remettre une offre. Voilà, pour les réponses aux questions écrites qui apportaient une réponse orale. Monsieur Augustin. Monsieur Guillard, il faut couper votre micro. J'ai apprécié le début de cette séance de questions écrites parce que vous avez commencé par rappeler le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il rappelle notamment qu'au contraire des questions orales, ces questions nécessitent une réponse détaillée, une recherche d'informations préalable. On a posé 3 questions, on a eu 4 lignes de réponse en disant que ce serait vu en commission, etc. Donc on n'est pas dans le cadre de réponse détaillée, de recherche d'informations préalable. Donc, ce qu'on peut regretter, parce que le but est aussi de pouvoir porter de façon publique ces points qui sont des points importants, que ce soit l'audit de voirie, l'audit énergétique ou la situation des termes, à la connaissance du public. Pour reprendre ce que vous nous avez répondu, ce que vous venez d'exprimer sur l'audit de voirie, vous confondez 2 choses. Ce qu'on a vu en commission, c'est le schéma de mobilité. C'est pas l'audit de voirie. L'audit de voirie avait 2 parties qui étaient l'analyse de la situation, une partie sur les flux de circulation et une partie sur l'état de la voirie. La partie sur l'état de la voirie, je crois qu'on ne l'a jamais vu en commission, on en a parlé, et les services travaillent sur la réflexion d'un certain nombre de chaussées. Tant mieux, ça avance, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est aussi pouvoir travailler sur la priorisation. Et je le rappelle, on parle là aussi de sécurité. Un nid de poule dans un gros SUV, c'est indolore. Pour un vélo, ça peut être extrêmement dangereux. Donc on parle de confort d'utilisation et de sécurité de nos voiries. Quand vous parlez avec votre schéma de mobilité, de mettre le maximum de contraintes et d'obstacles pour les déplacements des Divonnais. Oui, vous voulez supprimer la voiture, c'est ce que vous avez redit, je l'entends, on comprend la logique. Mais on n'est pas totalement aligné avec cette vision. On n'est pas totalement aligné avec cette vision parce qu'il y a des trajets du quotidien qui doivent pouvoir se faire. Il y a des gens qui travaillent à Livogne, il y a des gens qui ont des enfants qui doivent emmener à différentes activités, et que la vision que vous portez, elle est pour éviter les flux de transit, pour éviter la circulation, les incivilités routières, mais c'est pas ça le quotidien. Le quotidien, c'est pas des incivilités routières partout. On peut apaiser la circulation sans pénaliser la voiture. Donc tant qu'en tout cas il n'y a pas de transport public en alternative à la voiture, il faut bien faire avec. D'autant que, une fois de plus, nous ce qu'on réclame, c'est de la donnée pour pouvoir justement prioriser les réflexions de chaussée. Ça, on n'y a pas accès. Si vous voulez de la mobilité douce, il faut avoir des routes en bon état, sinon c'est dangereux pour la mobilité douce, que ce soit les piétons si on n'a pas de trottoir ou si on n'a pas d'accotement dans un état correct, que ce soit les vélos si on doit se déplacer sur des chaussées qui sont en mauvais état. Donc votre réponse, elle n'est pas à la hauteur du sujet. Et une fois de plus, les discussions, moi je ne veux pas entrer dans la polémique, c'est pas ça, on est là pour travailler. Pourquoi vous faites une moue?
je vous dis que je porte une vision politique différente de la vôtre, c'est pas une polémique, c'est un point de différence. Et je ne crois pas être le seul dans ce conseil municipal à porter une vision différente. On est déjà quelques-uns. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir. Je crois qu'on avait fait un travail en commission élargie en apportant un certain nombre de propositions des élus d'Yvonnet sur ce schéma de mobilité, et que sur le retour qui nous a été fait en commission, on regrette que ces réflexions qui avaient été portées par un certain nombre d'élus, voire la totalité des élus présents, n'aient pas été prises en compte. Que le travail était louable de présenter ces résultats, mais je dois avouer que ce qu'on a vu, c'était pas à la hauteur des attentes qu'on pouvait en avoir. Alors c'est peut-être parce que les attentes étaient importantes, qu'on l'a attendu longtemps, cet audit de la voirie, mais en tout cas aujourd'hui, ce que vous nous proposez suscite un certain nombre de questions, de réflexions. On a eu ces questions, ces réflexions en tout cas en partie dans la commission travaux. Je pense qu'il faut que ça aille bien au-delà, parce qu'on a vu aussi les limites de l'exercice dans la mesure où ces décisions sont prises en exécutif et par l'exécutif quasiment uniquement, et qu'on se sent inutile dans notre rôle de commissaire quand nos avis ne sont pas pris en compte. Je le rappelle aussi, ce que rappelaient les services en commission de travaux, c'est qu'on a besoin de données pour étudier les flux de circulation, etc. Que la donnée, c'est cet audit de circulation. Cet audit de circulation, nous ne l'avons jamais vu. On ne l'a pas vu, on a vu un schéma de mobilité qui est le résultat fait par un cabinet, par le stagiaire d'un cabinet d'études. Franchement, quand on voit la qualité du document qui nous a été présenté, je pense que, on peut le partager, mais les fautes d'orthographe avec un H à axe de circulation pour un cabinet d'études sur les flux de circulation, je pense que c'est un peu léger. Un seul M à commune pour un cabinet qui travaille avec les collectivités, c'est un peu léger aussi. Donc on n'est pas sur un document qui est au niveau de ce qu'on pouvait attendre et au niveau des enjeux que ça représente pour les Divonnais. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire. Très bien, merci monsieur Justin d'avoir apporté votre pierre à l'édifice sur ce sujet qui est un sujet éminemment important pour tout le monde, pour l'ensemble des Divonnais, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des séances de travail, que ça continue, que ça fera l'objet d'une présentation publique et également d'une validation au sein de ce conseil municipal. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi d'opposer voiture à mobilité douce et transport public. Il ne s'agit pas d'opposer piétons, cycles à automobilistes. Il s'agit simplement de répondre à l'objectif qui était celui pour lequel nous avons fait campagne et pour lequel nous avons été élus, c'est trouver une solution au trafic de transit. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez plus de 20 000 véhicules qui passent aux deux douanes, alors que vous avez une population de 10 000 habitants, un peu plus aujourd'hui, où on peut imaginer qu'il y a 80% de travailleurs actifs, dont 60% de frontaliers, ce qui nous mène globalement à 7 000 véhicules si on tire un peu vers le haut. Il y a quand même 13 000 véhicules qui passent dans Divonne pour aller aux douanes et qui, pour moi, me posent un vrai problème de sécurité parce que ça passe dans des endroits où ça ne doit pas passer. Donc c'est l'objectif de la hiérarchisation des voiries pour contraindre les véhicules qui ne font que passer le matin pour rejoindre les douanes, de manière de les contraindre sur des axes qui sont des axes dédiés. C'est ce qui a été évoqué en commission. Ensuite, derrière, c'est comment ça s'organise, comment ça se décline pour apaiser aussi les quartiers. Et les élus ont travaillé, mais pas que les élus. Et aujourd'hui, les conseillers de quartier ont fait un énorme travail sur les questions de mobilité. Ils nous ont rendu un certain nombre de propositions pour certains quartiers. C'est presque un petit document de plus de 25 pages où ils font des propositions. Et c'est des propositions aussi qu'on a recueillies et pour lesquelles on va rendre des arbitrages dans le cadre du schéma de mobilité qui sera présenté au sein de cette assemblée pour validation. Donc on a encore des mois de travail avant d'implémenter et de choisir ce qui va être mis en place de manière à pouvoir répondre à nos objectifs. Tout simplement. En tout cas, je suis content de voir que c'est un sujet qui apporte un vrai débat politique qui ça touche au quotidien des Divonnais. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Vous aviez encore une question? C'était le même sujet? Ah ben on va pas refaire le débat là-dessus alors qu'on va le faire dans 2 mois, quoi. Enfin... Je vais poser la question parce que la question a été écrite, c'est est-ce qu'on peut avoir accès à l'audit de voirie puisque si on veut apporter notre pierre à l'édifice, comme vous le dites, je peux rentrer dans la polémique, mais c'est pas l'objectif, c'est qu'on puisse également étudier les... Une polémique? Je donnais votre position. Non mais en fait, vous employez des mots alors qu'en fait, polémique. Je vous dis, vous faites des apports. Je pense qu'on on partage en tout cas la volonté qu'il faut traiter le sujet. Vous me parlez de l'état de la voirie.
bah, nous on apporte une réponse, c'est 1,2 million de travaux de voirie chaque année. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend en compte. Il y a un deuxième sujet, c'est on fait des travaux de voirie sur la route et il y a aussi sur les pistes cyclables. Enfin, je pense que vous apportez des éléments en commission. Vous avez largement débattu avec Daniel, je crois, à la dernière commission travaux. On n'a pas Une heure et demie, débattu, on après, était plutôt d'accord, je crois. Non, mais débattu, proposé. Non, je le redis une fois de plus, l'audit de voirie, c'est pas la même chose que le schéma de mobilité et qu'on a besoin d'éléments concrets pour avancer. Oui, l'état des voiries, effectivement, c'est autre chose. Mardi dernier, dans la dernière commission, on pensait le présenter, mais on a passé 1h30 sur le premier sujet et il était déjà 10h30, 22h30. Donc on a reporté ce point de l'état des chaussées à la prochaine commission de travaux. Rappelez-vous aussi, c'est une commission qui a commencé à 19h30. Pour certains, qui est en urbanisme, c'est 2 € par avant. Donc depuis 17h30, certains commissaires étaient en réunion. Donc il était raisonnable de ne pas poursuivre sur le sujet. Merci. J'ai conscience des limites de cette commission. Peut-être pour votre dernière intervention sur le sujet, M. Augustin. C'est une intervention par groupe, je le rappelle. Bah, je suis toujours sur une intervention. Oui, mais ça fait plus de 5 minutes. Alors, on en est peut-être à 10. Allez-y. Le sujet justement de pouvoir avoir accès à l'audit de voirie, c'est d'être plus efficace en commission, d'être plus succinct en commission. J'étais dans cette commission qui a commencé avec l'urbanisme à 18h, qui a fini à plus de 22h30, quasiment 23h, sur la voirie, avec des sujets extrêmement importants, que ce soit la modulation de l'éclairage public, enfin, il n'y avait pas non plus que la voirie. On a souligné, je crois, lors de du dernier conseil municipal, les travaux qui étaient faits sur la réfection de la voirie. Donc on n'est pas en train de dire que le travail n'est pas fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut avoir accès aux éléments pour prioriser. Et c'est un travail qu'on veut aussi pouvoir mener en amont des commissions pour être le plus efficace possible. Donc la question, je la répète, c'est est-ce qu'on peut avoir accès aux éléments d'audit, c'est-à-dire aux études du cabinet, de façon à être plus efficace en commission. C'est ça la question, c'est pas est-ce qu'on remet en cause le schéma de mobilité. Il y a eu plusieurs points dans votre intervention. On va relancer le débat, on aura l'occasion de le faire au sein de ce conseil municipal. Je crois que Daniel Masson a très bien répondu. La question de l'état des travaux et de l'audit sera présentée lors de la prochaine commission. Voilà. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. L'autre sujet, c'était sur les termes. Je crois que c'était une promesse d'avoir le nom d'un repreneur à la fin de l'année. Donc on constate que ça va être un peu court pour la fin de l'année. De façon réaliste, on se donne quoi comme date? Enfin, c'est assez réaliste. Les candidats doivent remettre leur offre pour la fin de l'année. Donc je ne vais pas vous inventer un candidat que je n'ai pas aujourd'hui. Je sais, mais on est en procédure. Donc il y a des gens, il y a des groupes, c'est ce que j'ai dit, il y a des groupes qui ont retiré et le dossier, ils vont le déposer d'ici la fin de l'année, puis on étudiera en commission les candidatures qui ont été faites par les groupes qui ont remis une offre. Voilà. Mais ah oui, vous voulez dire qu'on a pris du retard en fait, c'est ça? Parce que vu l'ampleur du dossier, on a laissé aux candidats plus de temps. Ah oui, c'est ça. Plus de temps, j'avais pas compris. Plus de temps pour remettre l'offre, parce que c'est un projet relativement complet, ça, à la fois sur le thermalisme, sur la transition énergétique, sur l'architecture, etc. Puis on leur avait laissé jusqu'au mois de septembre ou octobre, avec une période estivale. Donc on a décidé de décaler jusqu'à la fin de l'année pour qu'ils puissent remettre une offre. Voilà. On est bon? Monsieur Guibert, dernière question. Je voulais dire, ajouter sur l'intervention de Bertrand, donc nous on partage la vision politique. Il y a un besoin d'éléments. Là, Bertrand parlait d'audit voirie. Moi, j'ai interpellé également Daniel sur ce schéma directeur. Sans audit voirie, sans schéma directeur, c'est vraiment difficile pour nous de travailler, en fait. C'est-à-dire, on vous écoute et puis on réagit quand on voit des documents, mais on ne peut pas les travailler. Donc ça, c'est important. Est-ce que vous pourrez nous donner le schéma directeur? Donc ça, c'est un petit peu dans la lignée de ce que disait Bertrand. On a besoin de documents pour travailler. Après, sur le fond, vous dites limiter ou interdire le trafic de flux, de transit, pardon. Nous, on est tout à fait d'accord par rapport.
On est d'accord par rapport à ça, mais par contre, au niveau des Divonnais, il ne faut pas qu'il y ait d'impact pour les Divonnais. Et on a donné des solutions, on a donné des pistes possibles. Il y a des villes qui interdisent, par exemple, le trafic de transit sur certains axes. Donc il n'y a pas que des pistes loose, je dirais, loose pour les gens qui transitent et perte aussi pour les gens qui habitent la ville. Il y a des solutions. Il existe des solutions où les Divonnais ça ne changerait pas forcément trop leur quotidien. Ça, c'est des choses qui existent. Ça existe à Gênes, ça existe dans d'autres villes. On l'a évoqué à la dernière commission. Après, il y avait aussi une remarque. Par rapport aux utilisateurs. Ce qui est important, c'est de mesurer bien sûr le trafic. Ce qui a été fait, ce que nous n'avons pas eu, mais qui a été fait. Mais après, ce qui est important, c'est de mesurer les tests. Si vous mettez des tests en place, c'est ce que je disais en commission et que ça a été partagé, il faut que les tests, on puisse vraiment voir les chiffrer, voir les résultats de ces tests. Est-ce que les gens sont satisfaits? Et pas les conseillers de quartier, les utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs de ces zones qui vont travailler sont satisfaits des changements des axes routiers qui sont mis en place? On travaille pour les Divonnais, donc c'est les Divonnais qui doivent être satisfaits des changements en fait. Alors en semaine et en week-end, mais... Et on va peut-être faire à nouveau le débat que vous avez à mon avis déjà eu en commission, et puis on continuera à avoir en commission et jusqu'à ce que ça soit présenté ici au conseil municipal sur cette question du schéma de mobilité. On a compris votre position. Il faut mettre des contraintes au trafic de transit et essayer de ne pas en mettre au Divonais. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Groffier. Moi, c'était une question orale. Je voulais savoir où on en était du remplacement du DGS, s'il vous plaît. Si on a des En fait, on ne doit pas de candidature parce que je crois que l'annonce est parue il y a peu de temps. Donc, on va devoir avoir des candidatures prochainement. Et puis, ça suivra son processus de recrutement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie. Passez une excellente soirée.